Une production, Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, pour cette saison 4, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu différent de d'habitude. Plus précisément, j'avais l'idée de vous faire voyager dans le temps, pour qu'ensemble, nous allions découvrir, ou plutôt redécouvrir, des pensées qui ont marqué le XXe siècle. Freud, Bergson, Sartre, Beauvoir. C'est étrange comme ces noms sont connus, mais comme leurs pensées parfois nous échappent. Pour certains, peut-être qu'ils vous évoquent des souvenirs heureux ou douloureux de votre classe de terminale. Mais souvent dans les esprits, leurs concepts lumineux ont disparu dans le tourbillon de la vie, sous la montagne de choses que nous apprenons et lisons chaque jour. Alors, plus que jamais, j'ai voulu jouer mon modeste rôle de transmetteuse et raviver ces figures, les replacer dans leur contexte et régulièrement vous proposer de redonner vie à ces auteurs dont les textes et les écrits ont façonné nos pensées et nos manières de vivre, bien plus qu'on ne l'imagine. Pour commencer cette nouvelle série, remontons le temps et allons à la rencontre du célèbre Sigmund Freud. Car si un nom est connu, c'est bien le sien. Mais au-delà des clichés, que cache-t-il exactement ? Avant de vous faire rencontrer Freud, plantons le décor. Replaçons-nous un instant dans ce XXe siècle. Sortons des images de notre actualité pour nous diriger vers d'autres lieux qui, eux aussi, ont été des terres de complexité. Rappelons-nous que le XXe siècle est celui de tous les bouleversements politiques et sociaux. Guerre mondiale, fascisme, crise, révolution. Il est aussi celui d'un essor des sciences et des technologies, dont certaines mettent en péril l'humanité, comme la découverte de l'énergie atomique. C'est donc un double défi pour la philosophie. D'abord, elle fait face à un bouleversement des connaissances qu'elle doit prendre en charge. Elle est confrontée avec vigueur à l'urgence de l'engagement politique. En somme, rien n'est simple. Et c'est pour cela qu'observer comment les philosophes ont abordé ces décennies est un travail passionnant et inspirant. Car même s'il ne s'agit pas de reproduire leur attitude, même si chaque contexte de vie est singulier, je crois qu'il y a dans leur questionnement des clés, des pistes, qui peuvent, j'en suis certaine, nous aider à trouver nos propres solutions. À quoi donne-t-on naissance ? Comment la lumière surgit, même dans les ombres ? Au début du XXe siècle, l'Europe est un remarquable espace où les savoirs et les théories circulent librement. C'est dans cette atmosphère cosmopolite que les penseurs de France, d'Allemagne, d'Angleterre ou de l'Empire austro-hongrois essaient de tirer le bilan d'un XIXe siècle qui a déjà donné lieu à un extraordinaire progrès des connaissances. Certains s'appuient sur ces découvertes pour aller plus loin, comme Einstein avec la physique, comme Russell avec la logique. D'autres, nous allons le voir,
invente aussi de nouvelles voies. Paris et Vienne sont au cœur de ce bouillonnement. En France, en 1900, l'exposition universelle s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs. Il faut donc désengorger la ville. Et c'est comme ça qu'on se met à créer le métro, pour déplacer les gens plus rapidement. On équipe les maisons d'eau et de gaz, et pour beaucoup, d'électricité. La créativité s'allie à la science, les matériaux changent, on construit autrement. C'est prodigieux. Sans compter l'arrivée du cinéma, du gramophone pour la musique ou de la traversée de la Manche en avion. On comprend facilement pourquoi on appelle cette période la Belle Époque. Mais après Paris, c'est Vienne, la plus cosmopolite et la plus grande des villes d'Europe. C'est la capitale de l'Empire austro-hongrois, qui compte plus de 50 millions d'habitants, réunissant une quinzaine de nations. La Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Serbie, la Croatie, l'Ukraine. L'empereur François-Joseph tente coûte que coûte de fédérer tout le monde, malgré de très fortes tensions indépendantistes. Il accueille de nouveaux arrivants issus des 4 coins de l'Empire. C'est comme ça que la population double en 40 ans et connaît un essor sans précédent. Tous les arts se pressent dans la ville. Il y a des musiciens comme Gustav Mahler, des peintres comme Gustav Klimt, Egon Schiele, des auteurs comme Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka et Robert Musil, et même des architectes de génie comme Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner. Sauf qu'évidemment, toute cette fusion vole en éclats avec la Première Guerre mondiale. Mais avant de nous pencher sur la suite et les conséquences de la guerre dans le monde de la philosophie, restons encore un peu dans cette joyeuse effervescence et essayons de nous poser cette question. Une question que nous avons d'ailleurs nous-mêmes affrontée. Qu'est-ce que c'est que d'entamer un siècle? Que voulons-nous écrire sur cette nouvelle page? Le tout premier à répondre dans cette série que je vous propose n'est pas exactement un philosophe, mais c'est l'une des figures majeures du XXe siècle, un incontournable. Il s'agit bien sûr de Sigmund Freud. Vous le connaissez et ses travaux aussi, mais j'ai envie de vous le soumettre à nouveau pour vous montrer la manière dont il peut nous inspirer aujourd'hui. Lorsque paraît son œuvre majeure, l'interprétation des rêves, Freud travaille depuis plusieurs années auprès de grands psychiatres. Il s'intéresse en particulier à l'étude des névroses, terme qui en réalité recouvre une diversité de symptômes, allant de la crise émotionnelle à la paralysie et dont la cause reste mystérieuse. Freud prend à bras-le-corps cette énigme, mais il le fait d'autant plus qu'il va lui-même très mal. En 1896, il sombre dans une dépression qui coïncide avec la mort de son père. Il commence alors à s'intéresser aux rêves, persuadé que c'est en s'efforçant d'interpréter leur contenu qu'il parviendra à trouver l'origine de son trouble présent et à dépasser la douleur. Il investigue, il questionne, il s'observe, il note ses rêves. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en devenant son propre sujet d'étude, Freud tire de cette auto-analyse une théorie sur la nature du rêve. Selon Freud, les névroses ont pour cause un conflit de nature psychologique qui se situe dans une zone de l'activité mentale étrangère à la conscience, le bien nommé inconscient psychique. Dénouer ce conflit suppose d'accéder à cette région cachée de la conscience, abritant des pulsions et des fantasmes dont nos rêves constituent précisément l'expression déguisée. Il écrit ceci dans l'interprétation des rêves. Tout ce à quoi nous rêvons, ou bien a manifestement une signification psychologique, ou bien est déformé et ne peut être jugé qu'après interprétation. On en aperçoit alors la signification cachée. Le rêve ne s'occupe jamais de vétilles, nous ne laissons pas troubler notre sommeil pour si peu. Les rêves innocents en apparence sont pleins de malice quand on les interprète.
ils ont, si on peut dire, quantité d'idées de derrière la tête. En somme, pour lui, le rêve est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Bien qu'elle se heurte à l'hostilité de la plupart des médecins, qui lui reprochent son manque de rigueur scientifique, l'hypothèse de Freud suscite un incroyable intérêt qui aboutit à la création de sociétés psychanalytiques en Europe et aux États-Unis et inaugure une véritable révolution des sciences de l'homme. Désormais, le rêve, les névroses, les lapsus, les actes manqués et nombre d'activités humaines considérées comme normales, notamment l'art et la croyance religieuse, peuvent être interprétées comme des manifestations de cette vie souterraine de la conscience. Un territoire se dévoile aussi vaste que ce nouveau XXe siècle. Le principal apport de Freud en ce début de siècle, c'est donc une méthode, précisément celle de la psychanalyse, qu'on prend souvent à tort pour une doctrine. En réalité, il s'agit plutôt d'une méthode servant à explorer le domaine psychique. Mais c'est aussi une thérapie, du fait qu'explorer le domaine psychique peut avoir une influence positive. À partir des années 20, Freud développe ses recherches. Il souligne le caractère conflictuel de notre vie psychique, coincée entre trois instances, le ça, le surmoi et le moi. Le ça est l'ensemble des pulsions inconscientes qui aspirent à se satisfaire. Le surmoi est l'intériorisation des interdits, parentaux, sociaux, qui incitent le moi à refouler les pulsions. Le moi, enfin, est la face consciente de la personnalité psychique. La découverte de Freud est une sorte de coup de tonnerre qui ébranle le principe du cogito cartésien, selon lequel le moi serait transparent à lui-même. Soudain, l'idée que nos pensées et nos conduites puissent être déterminées par des processus qui se déroulent à l'insu de la conscience contribue à faire du sujet un être obscur et étranger à lui-même, et qu'il va donc falloir aider à défricher. Et c'est ainsi que Freud peut déclarer cette phrase : « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». Alors pourquoi notre cher Freud est si inspirant ? Eh bien peut-être parce que face à la souffrance, il propose de répondre par l'introspection. Bien que la psychanalyse ait ses limites, et que le XXe siècle ait su aussi nous les montrer, retenons cette première piste. Freud nous soumet une sorte de reprise du « connais-toi toi-même » de Socrate. Pour Socrate, se connaître soi-même, c'est se demander quel est le bien, quelle est la justice, quel est le bonheur. Freud, poussé par l'esprit de son époque, demande plutôt à l'homme un retour sur lui-même et de découvrir son inconscient qui est en lui, mais dissimulé. Et même si l'idée n'est pas que tout le monde fasse une psychanalyse, il est passionnant de noter que face à la névrose, face à la souffrance, face au chaos, l'observation de soi puisse être une clé. Toute la théorie de Freud repose sur un combat entre les forces de l'inconscient et celles du conscient. Un combat qu'il s'agit de tirer au clair grâce à l'analyse, mais aussi grâce à l'écoute active de tout ce qui nous chavire et de tout ce qui nous oppresse. Avant de vous quitter, je vous laisse sur quelques mots d'un auteur viennois, un romancier remarquable qui a su si bien peindre son temps. Il s'agit de Stefan Zweig et d'un extrait du Monde d'hier, Souvenir d'un Européen, publié en 1941. Mon père, mon grand-père, qu'ont-ils vu ? Ils vivaient leur vie, toute unie dans sa forme, une seule et même vie, du commencement à la fin, sans élévation, sans chute, sans ébranlement et sans péril.
Une vie qui ne connaissait que de légères tensions, des transitions insensibles. D'un rythme égal, paisible et nonchalant, le flot du temps les portait du berceau à la tombe. Ils vivaient sans changer de pays, sans changer de ville, et même presque toujours sans changer de maison. Nous, en revanche, nous avons tout vécu sans retour. Rien ne subsistait d'autrefois, rien ne revenait. Il nous a été réservé de participer au plus haut point à une masse d'événements que l'histoire d'ordinaire distribue à chaque fois avec parcimonie à tel pays, à tel siècle. Au pis-aller, une génération traversait une révolution. La deuxième, un putsch. La troisième, une guerre. La quatrième, une famine. La cinquième, une banqueroute de l'État. Et bien des peuples bénis, bien des générations bénies, rien, même de tout cela. Mais nous, qui à 60 ans pourrions légitimement avoir encore un peu de temps devant nous, que n'avons-nous pas vu, pas souffert, pas vécu? Nous avons étudié à fond, et d'un bout à l'autre, le catalogue de toutes les catastrophes inimaginables. Et nous n'en sommes pas encore à la dernière page. C'est étrange, comme les mondes d'hier et d'aujourd'hui se font écho, comme l'histoire nous rappelle toujours à notre propre histoire. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de continuer à explorer votre moi et aussi à explorer le XXe siècle. En tout cas, je suis heureuse de le faire avec vous. Alors merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.